tous, bienvenue pour ce 3e épisode au championnat du monde à Zurich. On va décortiquer forcément le début de tournoi de l'équipe de Suisse. 2 victoires en 2 matchs contre les États-Unis, contre la Lettonie. Solide, sérieux, c'est ce qui nous a marqué avec Greg. Et puis, on va se projeter aussi logiquement sur le 3e match qui sera contre l'Allemagne. Avant ça, les paris sportifs. Et on termine avec un petit peu d'actu de National League. Car oui, il s'est passé quelque chose du côté de Porrentruy avec la nomination pour 2 ans de Ville Peltonen comme coach. Alors, on va voir ce que ça va changer pour le club jurassien. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ouais, super, ici à Zurich, après le premier week-end de l'équipe de Suisse et 2 bonnes victoires. Je pense qu'il y avait une sacrée pression pour la Suisse à domicile. Elle a su répondre comme il faut. Ouais, plutôt solide, enfin même très solide contre les États-Unis. Une belle victoire. Après, confirmation contre la Lettonie. Tu sais que ça va pas être des matchs simples. Un match simple contre la Lettonie. Mais moi, j'ai trouvé que c'est une équipe de Suisse sacrément sérieuse, en fait, globalement. Si on doit regarder ce qui s'est passé sur les 120 minutes de hockey qu'on a vu jusqu'à présent, pour moi, si tu me dis que c'est toujours Patrick Fischer à la bande et que c'est pas Yann Cadieux, je te dis, wow, bah c'est l'équipe de Suisse qu'on connaît finalement. Ouais. Et c'était une inconnue en venant ici quand même, c'était de se dire à quoi va ressembler l'équipe de Suisse, qu'est-ce qui va changer, pas changer, surtout dans les premiers moments de cette affaire. Et plus ça allait, plus on commençait à se dire, ouais, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Non, puis par chance aussi, il l'a tout de suite dit. Mais vous voulez quoi ? En gros, vous voulez que je révolutionne quoi ? Ça tournait bien. Je ne vais pas changer une formule qui fait 2 fois vice-championne du monde. Peut-être un des exemples les plus parlants, c'est la ligne Ria, Jaeger et Knack qui avait très très bien marché l'année passée, qui a bien marché aux Jeux Olympiques et qui, pour l'instant, il y a 2 matchs échantillons et faibles, ils font le job. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que les 4 lignes semblent cohérentes, on va dire. Bien sûr qu'il y aura sûrement des choses à améliorer, mais ils ont encore des matchs pour trouver un peu plus encore leur flow, j'ai l'impression. Ouais, absolument, mais c'est vrai que cette ligne, on va l'appeler la 4e ligne, mais je ne sais pas si c'est la 4e ligne, on va l'appeler. Mais oui, on va dire ça comme ça. Elle est assez dynamique, ça joue vite, ça joue juste. Tu as des joueurs quand même comme Ria ou Knack, ou même Jaeger, les 3 peuvent marquer, mais sont capables d'amener énormément d'intensité. Donc c'est vrai que pour l'instant, moi j'aime bien ce que je vois. Le reste de l'alignement, pour moi, la ligne sous-terre, Malguin Andrighetto, pour moi c'est presque la meilleure depuis le début du tournoi, même s'ils sont pas en réussite absolue, on va dire, surtout plus sous-terre. Mais voir à quel point ça fonctionne sur les 2 matchs. Parce que regarde, le premier match, Ischier-Meyer-Rochette, c'était sacrément bien. Oui. Le deuxième, un peu plus dur pour cette ligne globalement. Mais même si elle a marqué. Même si elle a marqué, ouais. Mais indépendamment de ça, si tu regardes aussi dans les statistiques avancées, la ligne de sous-terre, Malguin Andrighetto a été vraiment, vraiment forte. Je te propose qu'on décortique peut-être vite fait le match contre les États-Unis. On peut en parler un petit peu parce que mine de rien, on s'attendait à une bonne équipe de Suisse qui rentre fort dans ce tournoi, devant son public, etc. Face à des États-Unis, on sait que c'est toujours une équipe qui va rentrer un peu tranquillement dans ses compétitions. On l'a vu l'année passée, l'équipe de Suisse qui bat les États-Unis tôt dans le tournoi et puis qui finit par perdre face à ces mêmes États-Unis. Mais j'ai quand même l'impression que finalement, j'ai vu un tweet ce matin d'un Nord-Américain, j'ai oublié son nom et de toute façon il ne nous écoutera pas, donc il va m'excuser, il va pas en tenir rigueur, mais qui disait « J'arrête pas de voir sur mon fil Twitter que c'était un upset, que c'était une surprise de voir la Suisse battre les États-Unis, mais vous vous rendez pas compte que cette équipe suisse est largement meilleure actuellement que celle des États-Unis présentée là actuellement à Zurich. » Et je trouvais finalement c'était aussi, nous on a presque aussi des fois l'état d'esprit de se dire « Ah mais si la Suisse bat les États-Unis, c'est... » J'ai pas du tout écrit le mot exploit à part ça. Non. J'ai même pas pensé à l'écrire. Mais quand même, c'est une grosse victoire. Et, oui, d'accord. Mais la Suisse a gagné un match dans lequel elle était favorite. Si tu regardais les cotes de l'Euro avant le match, c'était la Suisse favorite à 1,95. Donc c'était pas un hasard. Les bookmakers, ils mettent pas des cotes au hasard ou juste parce qu'ils aiment bien l'équipe de Suisse. Non, c'est juste, je trouve que la réflexion sur l'exploit est correcte. Simplement, on a toujours, probablement, et ça durera encore pendant je ne sais pas combien de
décennies, il faudra pour qu'on se dise non, mais là, on est bon. Et on le disait à l'époque de Federer, on le dit avec Odermatt, on a le droit de se dire qu'on est favori. Mais c'est, je pense, qu'un état d'esprit d'un pays qui se dit rouler les mécaniques, dire c'est bon, cette équipe, parce que ça peut typiquement être le piège. Tu regardes le roster parce que tu sais pas quoi regarder d'autres. Honnêtement, ils ont été, c'est pas les Avengers, mais ils ont été assemblés à l'ADR. Puis tu regardes ce que ça va donner. C'est de la même chose pour le Canada. Simplement que le Canada, on regarde puis on dit 65 points, 115 pour Celebrini, ok, 103 ou Crosby. Ok, on commence à voir des choses. Là, à part Tkachuk, on n'avait pas grand-chose à... Qui n'était pas là. Et en plus, qui n'était pas là, on n'avait pas grand-chose à disséquer pour paraître intelligent. Paul Cotter, du côté des New Jersey Devils, qui est l'attaquant de, je sais pas, un club en Valais. Je sais pas ce qu'il foutait là, Paul Cotter, mais salutations à la famille Cotter. Et ouais, je vais pas manquer de respect à l'équipe des États-Unis, pas du tout, mais ça m'a juste fait rire son nom. Ça va pas au-delà de ça. J'aurais bien aimé que ce soit aussi Devin Cooley, le gardien. Sachant qu'on nous fourre la mascotte Cooley depuis bientôt 25 ans dans toutes les manifestations en Suisse. Il y a juste encore eu le Paléo, il n'y a pas eu Cooley qui est venu faire la mascotte. Mais bon, bref. C'est formidable d'avoir quand même sorti. C'était en 2009 pour le championnat du monde, c'est juste ou bien ouais, je crois que c'est juste. Ou peut-être un. Voilà, moi j'essaie de voir s'il y avait un autre événement. Mais en tout cas, 2009 et le championnat du monde en Suisse que tu avais suivi d'ailleurs. Tu dis, ça fait quand même 17 ans qu'on nous la resserre. Et puis à tout, hein. À tout, hein. L'athlétisme, le foot, là, je t'ai dit, il y a le juste ski, le paléo, il n'est pas venu. Je sais pas s'il y a un problème avec la musique. Tout ça pour dire, parce que c'est une transition qui part quand même entre le Valais, Cooley et puis les États-Unis. Ça m'a l'air d'aller dans tous les sens. C'est dimanche. Mais tout ça pour dire que l'équipe de Suisse a été aussi sérieuse dans son entame de match. Je disais que la ligne sous terre Andrigetto Malghin a été globalement pour moi la meilleure des deux premiers matchs. Sur ce début de match-là, elle met les 2 buts. Et après, elle a été moins réussite pour moi, je trouve, contre la Lettonie. Mais d'avoir un Andrigetto qui est à 100%, on l'avait vu après le tournoi en Suède, où il était revenu, il avait été vraiment bon pour son match de retour. Et là, ça confirme qu'il est vraiment solide. Et à la fin, tu as encore un Ken Yeager qui vient marquer un but important. Yeager, ça a vraiment toujours été ce joueur vraiment frustrant, parce que quand tu vois la déviation qu'il est capable de mettre... Moi, j'engueule tout le temps mon collègue quand il dit tout le temps une subtile déviation. J'ai l'impression que c'est le truc qui est écrit tout le temps. Il y a une déviation, elle va toujours être subtile. Habile. Moi, des fois, je mets. Habile. D'accord. Moi, je mets juste une déviation. Moi, j'en ai marre d'écrire une subtile déviation. Elles sont jamais grossières, les déviations. Mais bref, la subtile déviation de Ken Yeager en fin de match. Puis derrière, la Suisse a pas franchement tremblé sur les dernières minutes. Moi, j'ai trouvé Yanis Moser impérial sur ce premier match. Meilleur que Romagnosi. Je pense que Yossi a eu plus de temps de glace, mais moi j'ai trouvé vraiment... Ça s'est inversé sur le deuxième d'ailleurs. Sur le deuxième, ça s'est un peu inversé. Yossi était bon sur le deuxième aussi, mais c'est peut-être ça aussi la force de l'équipe de Suisse à l'heure actuelle, c'est de se dire... j'ai l'impression que peut-être il y a 6-7 ans, je dirais, on voyait arriver... On avait Timo Meyer, on voyait arriver Niederreiter, Yossi, Fiala, on se disait... Ouf. Ouais, alors là, quand même, et notamment au Danemark, faut quand même reconnaître que l'arrivée de ces deux joueurs-là, en l'occurrence, Yossi et Fiala, avait beaucoup aidé l'équipe de Suisse. Ça avait donné ce petit boost supplémentaire, ça avait quand même amené une qualité folle à l'équipe. Et là, maintenant, en fait, Meyer marque un but, Souter marque un but, mais derrière, les autres... T'es pas à te dire oh, mon Dieu, Yossi est pas à 100%, il marque pas, c'est bon, on a perdu. Pas du tout. On avait des questions aussi sur Giannoni au début du tournoi, en se disant avec Beira qui en l'occurrence qui est malade et qui surtout était vraiment très bon avec Fribourg-Gotteron. Giannoni fait un très bon match contre les États-Unis et t'as l'impression que c'est un peu le Giannoni qui met son habit de c'est le championnat du monde, c'est l'équipe de Suisse, vous allez voir. Et même Sandro Schliemann sur le deuxième match, il y a eu 1 ou 2 trucs où je me suis dit, je revoyais un peu les pataugés qu'il faisait avec Davos, où tu te dis, il sait où est le puck ou pas. Mais dans l'ensemble, 4-2, il fait le job aussi. Ouais, les notes artistiques de Sandro Schliemann, c'est quand même toujours un petit peu... elles sont moins bonnes que finalement les notes techniques. Mais oui, je suis toujours un peu inquiet. Il y a des gardiens comme ça où tu dis, il va tout le temps faire l'arrêt, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais... Pourquoi, comment, mais voilà, bon, il a fait un suivi. Puis du coup, ça fait une bonne transition avec le match de la Lettonie. Je pense qu'on peut passer à celui-là aussi. Donc, Sandro Schliemann devant le filet. En fin de soirée, Yann Cadieux nous a dit vous inquiétez pas, Reto Berra est sur le chemin du retour. On va le revoir tout bientôt. Donc, on va le revoir tout bientôt.
début du tournoi, il y a eu une petite surprise jeudi à l'entraînement avec la présence de Kevin Pache. On peut juste le mentionner là, le gardien du Lausanne HC qui a été rappelé, il était piqué, je pense. Il y a 2 joueurs qui s'entraînent à un endroit tenue secret où ils n'ont pas jugé nécessaire de nous en parler. Je pense pour éviter qu'après on aille les emmerder pendant que on le ferait d'ailleurs pas. Non, pas que ça à faire, mais que certains peut-être si t'apprends que c'est à la patinoire de je ne sais où, puis à la Urgauer Tagblatt qui se dit tiens on va y aller. C'est pour éviter ça, je pense. Mais donc il y a des joueurs qui s'entraînent, qui sont de piquet et puis qui font les tours de glace et dont Kevin Pache il a été rappelé pour un entraînement celui de jeudi. En attendant que Reto Berra se remette, ça a l'air d'être en bonne voie, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais Sandro Schliemann, lui aussi gagne le deuxième match. C'était seulement son deuxième match de championnat du monde à Sandro Schliemann. Il avait joué contre le Kazakhstan en 2022, une victoire 3-2 contre les Kazakhs. C'était son seul match en championnat du monde jusqu'à présent. Donc mine de rien, quand même, un gardien d'une trentaine d'années qui a qu'un match de championnat du monde avant celui-ci. On va pas parler d'expérience énorme pour lui, mais il s'en est bien sorti, je trouve. À domicile, hein. C'est toujours se dire quand même, parce que nous on regarde ça puis on se dit une autre issue qu'une victoire contre les Lettons sans leur manquer de respect, c'était plutôt de se dire, et on l'avait dit lors de notre capsule des paris sportifs, on voit une victoire de la Suisse, mais pas forcément un espèce de truc où ils vont les écraser parce que 24 heures plus tôt, eux, ils avaient joué un match alors que les Lettons étaient frais. Et ce 4-2, finalement, 4-1 était assez logique. Il y a eu ce goal à 13 secondes de la fin qui change pas grand-chose, si ce n'est pour ceux qui avaient parié juste. Et c'est assez typique de se dire que la Suisse a fait à peu près ce qu'on attendait d'elle. Damien Ria, après le match, parlait de rouleau compresseur. Ça m'a fait sourire parce que quand on a cette image-là, on se dit mais ils ont gagné alors 6-0, 7-0 ou 10-0 comme on avait vu contre la Hongrie l'année passée. Non, c'était pas ça. Mais par contre, ils ont étouffé à un moment les Lettons qui ne sortaient plus de la glace. Je pense qu'il y en a pas un qui donnait un coup de patin pendant à peu près, parce qu'il y a eu 2 minutes ou 2 minutes et demie de possession. Dans 1 minute 30 pour Romagnosi à la ligne bleue qui dansait avec les attaquants lettons, c'était assez beau à voir. Et oui, ça c'est un des meilleurs moments je trouve dans un match, c'est quand t'es en zone offensive, côté de ton banc. Et donc, un par un, les joueurs, tu remets une pièce dans la machine, il y en a un qui sort, il change. Tu te retrouves avec 5 joueurs frais, 5 cramés en face, puis t'as encore Yosi qui fait des tours en zone offensive, ça devait être horrible pour les Lettons. Au final, il y a un chiffre qui est quand même impressionnant, c'est 6,2 expected goal pour l'équipe de Suisse sur 60 minutes de glace. C'est franchement beaucoup. 5,29 à égalité numérique. Ouais. C'est énorme. Donc l'équipe de Suisse a 100% mérité sa victoire. 3,4 expected goals sur le deuxième tiers seul. Mais pour les Lettons, il me semble qu'il y a quand même 3,6 si je dis pas de bêtises. Exactement. J'ai trouvé que c'était assez haut finalement. Ouais, après il y a 1,3 à la fin du match sur le dernier tiers. Mais oui, non, les Lettons ont eu quelques chances, mais ça donne quand même du 80% de chance de victoire pour l'équipe de Suisse avec cette disparité en expected goal. Donc l'équipe de Suisse a été vraiment solide, vraiment en place, on va dire ça comme ça. Et au niveau des lignes, là, moi j'ai trouvé que la Rochette Ishii-Meyer était traitée un tout petit peu moins impactante que sur le premier match. J'avais trouvé Rochette vraiment bon sur le premier match. Il n'a pas fait de faute. Il jouait juste tout le temps. Shift ultra court. Je pose la question à la fin en disant mais c'est possible que tu fasses des shifts ultra courts, c'est que tu voulais vraiment pas faire d'erreur, puis c'est exactement ça. Je pense qu'il avait quand même un peu... Il a dit qu'il avait les jambes qui tremblaient un peu, c'est totalement normal. Ouais. Mais j'aime bien cette intelligence de jeu, de se dire, ça sert à quoi que je reste dans ce podcast, on s'est souvent amusé des fois du temps de glace de Di Domenico qui traîne un peu la patte, qui veut pas sortir. Je te dis, tu te rappelles, puis tu m'as dit, mais oui, c'est juste. En 2022, lors du quart de finale contre les États-Unis, on avait eu un Timo Meyer à 64 secondes de shift. Je crois qu'il avait 23 minutes de temps de glace, puis à un moment, il voulait tout faire tout seul. Mm-hmm. Il voulait sauver la bande. Et de temps en temps, j'ai l'impression avec les joueurs de NHL, tu disais, Yosi, il danse, il peut se permettre. Mais Ishii, des fois Meyer, des fois Yosi, qui essaye un petit peu, peut-être un petit peu trop, mais ça se comprend totalement. Et c'est vraiment pour chercher une toute petite bête ou un tout petit grain dans un rouage qui, pour l'instant, va très bien parce que 6 points, et on le disait après le match, déjà contre les États-Unis, ce qui est un peu, pas risqué, mais on n'aime pas trop ça parce que ça peut paraître un peu vantard de se dire mais est-ce que la Suisse s'est pas assuré une des 2 premières places de son groupe
en regardant en fait le reste du calendrier. Ouais, absolument. Et si tu regardes oui, comme tu dis, si tu regardes le reste du calendrier, la Finlande va être en tout dernier, mais je pense qu'on aurait pu en parler juste après de ces considérations-là, où on parlera de l'Allemagne juste après. Moi, je voulais juste encore terminer sur ce Suisse-Lettonie. Aussi, plus de 40% d'entrée de zone réussie avec le puck sur la palette. Et ça, mine de rien, quand tu as des joueurs comme Romagnosi, comme Yannis Moser, qui sont capables de le faire justement et à très haut niveau, ça aide beaucoup. Ce qui fait que derrière, dans tes manières d'attaquer, on va dire, l'équipe de Suisse, elle a très peu de... Pas très peu, non, elle a 1,7 expected goal off the rush, donc on contre-attaque, mais elle a 3,03 expected goal en possession offensive. Et on l'a donc 3,03, donc peut-être 2,5 sur ces 2 minutes de glace là, avant la 30e. Mais globalement, l'équipe de Suisse a su rentrer en zone offensive avec le puck, a su mettre le pied sur le ballon, on va dire, et faire tourner et faire travailler la défense lettonne. Et au final, c'était sûr que ça allait casser tôt ou tard. Il a juste fallu être patient, parce que l'équipe de Suisse a dû être patiente. Il y a 0-0 à la 30e minute. Il y a Timo Meier qui rate des cages vides. Enfin, il y a vraiment il y a tous les ingrédients du match à la con. Mon voisin de droite, Pierre Chouvet de la Liberté, me disait il y a Gelson Fernandez qui va entrer pour les Lettons, puis marquer le 1-0, puis ils vont gagner 1-0 comme la Suisse contre l'Espagne en Afrique du Sud. Je dis c'est Gelson, alors Gelson Fernandez. Et il y avait un peu cette ambiance-là, disons, à la fin, on se dit l'équipe de Suisse a été solide. Oui, elle a été solide, mais à la 30e, il y a tous les ingrédients du match piège. Donc la Suisse, ça s'en est sortie aussi de ce match piège. J'ai bien aimé aussi un Tim Berni. Je trouvais qu'il ne faisait pas trop de choses qu'il ne sait pas faire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'il ne sait pas faire. C'est plutôt un joueur qui est capable justement d'être un peu bon dans toutes les situations. Et aussi parce qu'avec Genève Servette, c'était pas exceptionnel cette saison. Et je me disais, il se met assez au diapason. Il est avec Yannis Moser. On a Dominique Egli avec Romagnosi. Et je dis pas que c'est contre-intuitif, mais Dominique Egli, qui est plutôt un défenseur à la base assez offensif, avec Romagnosi qui peut lui tout faire en l'occurrence. Mais j'étais assez surpris, et finalement ces deux paires pour l'instant elles vont pas mal aussi. Absolument, et rajoutons que Tim Berni est le défenseur le plus utilisé en box-play. Ouais. Avec plus de 3 minutes de glace à 54, donc bon match d'ensemble de sa part. Je te propose qu'on passe au Paris sportif. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les paris sportifs avec la Loro pour le 3e match, ce sera contre l'Allemagne, mais avant ça on va revenir. On avait fait un carton plein sur le premier contre les États-Unis. Tu continues ta série victorieuse avec une victoire de la Suisse et plus de 5,5 buts. Oui. Il en fallait 6. Oh tiens, ce 4-2 à 13 secondes qui fait du bien. J'avais mis la Suisse moins 2, donc avec 3 buts d'écart. Le 4-1 m'arrangeait bien. Le 5-1 aurait été parfait parce que ça faisait qu'on gagnait les deux le pari. Il se trouve que là, il faut suivre Greg qui fait tout juste pour l'instant. Ouais, un petit coup de bol sur ce but à 13 secondes de la fin de Rudolf Balcers pour me faire passer mon pari, comme tu dis. Avant de passer à la cote Allemagne-Suisse, petit rappel, le code promo HOCKEY26 est toujours à votre disposition. Code promo qui vous donne 10 francs de crédit de jeu, et non, qui ne vous créditeront pas 10 francs sur votre compte, mais ce sera un crédit de jeu de 10 francs. Donc ça va se déduire sur le pari suivant. Voilà, donc HOCKEY26, et bonne chance à tous pour ce match Allemagne-Suisse. Les codes sont évidemment déjà là sur le site de la Loro. L'Allemagne est à 5,55, le match nul est à 5-1, la victoire de la Suisse est à 1,37. Combien la Suisse moins 1 ? Ça doit être un 50, un 60 ? Ouais, c'est 1,65 la Suisse moins 1. Ouais, c'est un petit peu trop faible pour que tu me dises Jean-Fred, je suis d'accord de te valider ce pari. C'est un peu faible. Hein. Moi, et ça va être un peu j'aime bien les combos, celui que tu as pris, et ça va être la question. Est-ce que c'est... J'imagine une victoire de la Suisse, mais après, est-ce qu'il y aura plus ou moins de 5,5 buts ? Les deux codes sont à plus de 2. Ouais, moi je vais prendre Suisse et moins de 5 buts et demi. Les Suisse-Allemagne, c'est habituellement 2-1 ou 1-2. Historiquement, on va dire, ça a un peu changé ces derniers temps. Ouais, il y a eu un quadruplé d'Andrighetto. Exactement, ça a un peu changé quand même ces derniers temps. Mais 5 buts et demi, c'est quand même assez... C'est beaucoup. On l'a vu dans ce Suisse-Lettonie, que d'arriver au 6e but, il faut quand même un peu cravacher. Et je vois pas la Suisse qui va probablement nous avoir déjà devant le filet. Je vois pas la Suisse en prendre plus que 2. Donc déjà, il faudrait un 4-2 pour qu'il y ait plus que 5 buts et demi. Moi, je pense que je vais prendre Suisse gagnante, moins de 5 buts et demi à 2,70. Ouais. Une jolie cote. Suisse et plus de 5 buts et demi, c'est à 2,35. Ça, c'est les deux paris qui sont
pour moi intéressant. Et puis, Suisse, après, je te dirais plus de 4,5, mais après, ça devient la même chose que moins de 5,5, probablement. Donc, ça n'existe pas, c'est sûr. Ouais, ça n'existe pas. J'essaie de trouver un pari différent du tien pour pas mettre la même chose, tu vois. Plus ou moins de 5 buts et demi, globalement, parce que la cote, elle est à l'équilibre. C'est 1,80 d'un côté ou de l'autre. Ouais. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Suisse plus de 5 buts et demi pour juste avoir un truc différent. Et vu que c'est à l'équilibre, je me dis pourquoi pas. Ouais, sinon je vais encore juste revenir sur les paris à long terme, faire un petit pointage. Le Canada est toujours ultra favori à 1,65, ça va pas changer. La Suède a eu 9,05, les États-Unis à 11, les Tchèques à 19 contre 1. Tu m'étonnes quand tu perds contre la Slovénie. Voilà, mais les Tchèques ils sont pas bons, c'est ça qui est malheureux. Parce que j'adorerais me dire, il y a sûrement une de ces grosses cotes à tenter parce que le Canada est trop favori pour être honnête, donc faut peut-être en trouver un. Mais je vois pas qui. Alors après il y a la Suisse à 6,40, la Finlande à 5,05. Je reviens avec ma Finlande, mais parce que pour l'instant c'est solide, parce que sur le papier c'est bon, parce que c'est une équipe qui a un peu tous les ingrédients pour avoir du succès. Mikael Granlund qui les rejoint. Mikael Granlund les rejoint. 5,05, ça va quand même gentiment me faire de l'œil, parce qu'après si tu extrapoles avec une éventuelle finale, moi si tu as déjà mis ton petit argent sur la Finlande à 5,05, il y a moyen après de s'arranger pour être sûr de faire une bonne opération en finale. En tout cas, nos paris seront à retrouver sur nos réseaux sociaux comme d'habitude. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Avant de passer ce match contre l'Allemagne, le troisième match de l'équipe de Suisse, je veux juste qu'on revienne sur une séquence qui, j'allais dire, ne va pas faire plaisir à Denis Vaucher. Non, je pense que ça lui a fait très plaisir. C'est un peu se moquer de manière un peu gratuite de ma part, et je m'en excuse un petit peu, mais ça me fait sourire. Il y a eu ce but letton qui est tombé en power play un peu avant l'heure officielle 4-2, et coach challenge de l'équipe de Suisse. On a sur l'écran géant en 4K, 8K, mettez un nombre assez élevé avec un K derrière. On a tout de suite vu qu'il y avait hors-jeu. C'était clair et net. Après, on a même vu un angle de caméra qui était posé sur la ligne bleue depuis en haut. Les zooms étaient ultra clairs. Et tu m'as tout de suite fait la remarque en disant et puis en plus, t'as vu, c'est incroyable quand il y a l'arbitre qui vient expliquer, ça marche bien. Et il a parlé en anglais devant des Suisses et tout le monde a compris. Ouais. J'ai pas compris, moi. Moi, on m'a dit non, on peut pas mettre les micros parce qu'on sait pas comment faire pour s'exprimer. Moi, je pense que ça va aller. Hein. Ouais. Je pense que les gens, ils parlent anglais. Ce qui est terrible, c'est que quand on a eu la Coupe Spengler, quand on a le championnat du monde, on a des occurrences d'événements qui se passent en Suisse, où on se dit, mais pourquoi, dans un championnat qui est valorisé, dans un championnat qui génère de l'argent, dans un championnat qui, je vais pas dire qui se gargarise, mais qui dit, écoutez, voilà, on a eu tant de personnes qui ont regardé la National League, tant de spectateurs, on doit encore, mais ce sera un cheval de bataille jusqu'à notre mort, pour dire, vous pouvez faire en sorte de faciliter le travail de tout le monde. Et c'est aller vite aussi. Oui. Mine de rien, ça c'était assez agréable. Mais oui, effectivement, donc ça c'était une scène intéressante à observer. On se projette un petit peu sur le match contre l'Allemagne. Maintenant, l'ancien derby tendu entre le 6e et le 7e du classement mondial qui a un tout petit peu évolué ces dernières années. À un moment, c'est presque l'Allemagne qui semblait avoir pris l'ascendant sur la Suisse. Là, la Suisse a un peu pris l'ascendant sur cette Allemagne. Surtout, alors celle de cette année, c'est encore différent. Mais là, on a une équipe d'Allemagne qui fait quand même moyen rêver. Alors, il y a Moritz Seider derrière, évidemment. Moi, j'ai les fantômes de 2023. C'était pas une équipe qui était exceptionnelle non plus en 2023. Puis elle a quand même sorti la Suisse en quart de finale. Alors que il y avait Moritz Seider et qu'il a ramassé un 5+ match. Où tu te dis, alors en plus, si leur meilleur défenseur est loin, puis qu'en plus... Mais non, la Suisse avait réussi à trouver le moyen de perdre. C'est très juste. Donc, c'est pour ça, c'est un peu le côté... De la même manière contre la Lettonie, la Suisse ne perd normalement plus, surtout en phase de poule. Après, il y a ces matchs contre l'Allemagne, en 2021 à Riga, en 2023 à Riga. Mais bon, on n'est pas à Riga, on est à Zurich, donc heureusement. À voir si ça aide l'équipe de Suisse. Et honnêtement, là aussi, j'ai écrit, et ça me fait sourire, parce qu'il y a certains adjectifs... tu disais sur le ton de la boutade, sur subtil, mais tu as prononcé à plusieurs reprises le mot sérieux, et c'est exactement ce que j'ai mis, et j'ai l'impression que s'il y a quelque chose que Patrick Fischer a implanté dans cette équipe, c'est un côté solide et un côté sérieux. C'est ces deux adjectifs, ça m'énerve de les réécrire tout le temps, mais j'ai pas tellement d'autres
termes pour décrire la qualité de ce que je vois de cette équipe de Suisse. Et ce match contre l'Allemagne, ce serait une nouvelle possibilité de faire preuve de sérieux en disant, voilà, 3 matchs, 9 points. Ils sont pas en train d'écraser tout le monde, mais ils suivent leur chemin, en fait. Ouais, l'Allemagne qui va jouer en plus dimanche soir à 20h20 contre la Lettonie, donc ça va être intéressant aussi de voir comment l'Allemagne va gérer les énergies, on va dire ça comme ça, parce que la Suisse ne s'entraîne pas ce dimanche, entraînement optionnel. Alors, comme quoi Yann Cadieux n'est pas le bourreau de travail que tout le monde veut bien nous dire, il était capable de donner un jour de congé à certains joueurs, ou du moins un entraînement optionnel. 5-7 quand même pour l'équipe de Suisse. C'est exact. Ce gros volume de travail au début, ce qui peut être hyper bénéfique pour la suite et pour la fin du tournoi. Ouais, absolument. Et au niveau des noms, des têtes connues, on a déjà dit Moritz Seider, il y a forcément aussi un Lucas Reichel qui fait partie de ces joueurs qui jouent en Amérique du Nord, mais un peu plus proche de nous. Il y a Dominique Cahoun qui joue du côté de cette équipe allemande, le Lausannois Dominique Cahoun. Là aussi, c'est un joueur qui a été meilleur compteur de la Ligue en National League. C'est pas un peintre. Donc, il y a quand même des gens qui savent jouer au hockey en Allemagne et pas qu'un peu. Tu peux même penser à Marc Michaelis. À Langnau, il était excellent. À Zug, il était excellent. Il y a des joueurs à plus de 40 points en DEL. Donc, c'est vraiment, il y a des joueurs qui sont intéressants. C'est une équipe qui est solide. C'est une équipe qui aura quand même 3-4 lignes qui sont bonnes. Et moi, mais comme tu l'as dit avant, avec un peu de sérieux, tu dois quand même être capable de battre une équipe comme ça. Mais comme tu dis, méfiance aussi, c'est une équipe assez jeune. Il y a beaucoup de joueurs qui ont 26 ans et en dessous dans cette équipe-là. Donc, ils sont aussi en train de rajeunir certains cadres. Donc, à voir aussi, je pense que ce sera Grubauer devant le filet, vu qu'il a joué le premier match. Ouais. Il y a de bonnes chances qu'ils disent au gardien numéro 2 d'aller pour le match contre la Lettonie, puis le gros match contre la Suisse derrière, ils enverront de nouveau Grubauer. Je peux imaginer, ce sera sûrement Franz Rebda des Adler, des Aigles de Mannheim, qui sera le gardien numéro 2. J'ai ce sentiment-là. Le troisième gardien, c'est Stettmer des Eisbären Berlin, mais il a une vingtaine de matchs cette saison, l'autre en a 34. Donc je pense qu'il y a quand même des chances que ce soit lui le numéro 2. À voir, ça va être intéressant de suivre cette rencontre lundi soir. Puis il y aura quand même un petit côté d'affronter le voisin omnipotent, qui est vraiment le gros truc pour les Alémaniques. Ah clairement. L'Autriche, qui est aussi un voisin, mais qui est quand même nettement moins ennuyeux pour l'équipe de Suisse. Par contre, les plaies ouvertes contre l'Allemagne, on a parlé de celle de 2023, celle de 2021, on a aussi celle de 2010. On a quand même 2-3, même aux Jeux Olympiques en 2018. Il y a malheureusement beaucoup trop d'occurrences où cette Allemagne, pour un tout petit chouïa, un truc où on se disait, non mais la Suisse, elle est quand même plus forte. Ça n'est pas passé, donc là, en phase de groupe, c'est encore différent, mais lors des phases de groupe, là, la Suisse, en général, arrive à maîtriser cette Allemagne. Ouais, puis comme tu disais avant, ce troisième match-là, avec 3 adversaires qui sont quand même dans les 3 des 4 meilleurs qu'on va affronter durant ce premier tour, avec États-Unis, Lettonie et donc l'Allemagne. Après, c'est vrai que ça s'ouvre un petit peu. C'est Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie. Et là, l'Autriche, ce sera mercredi à 16h20. Donc, un des matchs un tout petit peu plus tôt pour changer cette fois-ci. Mais là, c'est vrai que c'est un peu le dernier obstacle avant que ça roule un petit peu pour l'équipe de Suisse un peu plus tranquillement. Et encore, nous, on a le droit de le dire, eux, ils le diront évidemment jamais. Mais... Et après, donc Autriche, tu parlais de ce Suisse-Allemagne pour les Alémaniques. Suisse-Autriche, c'est quand même aussi un truc un peu savoureux avec certains joueurs qui jouent en National League aussi. Enfin, il y aura 2-3 duels à suivre. Il y a encore juste un truc pour l'équipe de Suisse, parce que on parlait des joueurs qui ont été... on n'a pas parlé justement des joueurs qui ont été inscrits. On parlait de Berra, c'est pour ça que ça me fait penser aux joueurs qui ont été inscrits. Biasca est sur la feuille de match, il est toujours en 13, mais il ne pose pas un patin sur la glace. Et ce qui veut dire quand même, il y a toujours 2 joueurs qui n'ont pas été... Enfin 3 avec Berra, mais les gardiens, c'est un petit peu spécial. Il y a 2 joueurs de champ qui n'ont pas été inscrits. C'est Lucas Frick en défense et c'est Nicolas Bechler en attaque. Est-ce que c'est juste, ma foi, on les inscrira quand on aura besoin, ou est-ce que ça laisse la porte ouverte à quelque chose ? J'ai toujours ce secret espoir, un espoir un peu fou, parce que je vois que Kevin Fiala n'arrête pas de mettre des likes sur les
les vidéos Instagram, tu vois qu'ils participent entre guillemets avec les doigts activement et chaque fois je guette s'il y a une story où il est en train de patiner mais il est beaucoup trop malin pour s'éviter 12 000 commentaires de fans qui lui disent quand est-ce que tu viens, est-ce que tu viens, etc. Je me suis demandé est-ce qu'il est en Suisse bêtement ou pas. Voilà. Tu veux pas en démordre, hein. Ouais. T'as posé la question à Cadieux, il t'a dit non. Mais c'est pas officiel. C'est pas officiel. Faut qu'on demande à la fédération d'envoyer un communiqué. Mais oui. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, t'as vu Jonas Siegenthaler aussi. Pourquoi tu fais pas les mêmes théories? Parce qu'ils nous ont dit dès le départ qu'il ne serait pas là. Ils ont fait le communiqué, effectivement, il est venu dans le... J'ai vu aux 2 matchs. Ouais. Il est là, il soutient l'équipe de Suisse. Il a même fait un tiki-tiki-tiki, hi, comme on a pu voir sur les réseaux sociaux après la victoire contre les Lettons. Mais oui, bien sûr, ça serait intéressant, mais on nous a dit clairement, là, c'est ça, c'est que si tu laisses planer le doute, Kourachev, on ne pose plus la question. On nous a dit. D'ailleurs, voilà aussi une info qui était tombée juste avant le début du tournoi pour nous dire que, malheureusement, non, il ne serait pas assez remis. C'est un peu frustrant pour lui, forcément. Il y avait cette question de le contrat, l'assurance et tout, mais c'était visiblement pas ça le problème. C'était plutôt savoir simplement si physiquement il pouvait jouer. Après, Jérôme Barhoffner, ils ont dit qu'il venait pas ou pas? Tu vas m'ennuyer tout le long parce que toi Non, mais peut-être t'as raison, mais ils ont pas dit que Barhoffner il viendrait pas au championnat du monde. Donc moi, le doute s'installe. Samuel Erny. On n'a pas dit. Moi, je te propose qu'après le match contre l'Allemagne, tu demandes à Yann Cadieux si Samuel Erny et Jérôme Barhoffner, on peut compter sur eux ou pas, vu qu'il y a 2 places quand même, un défenseur et un attaquant. Mais si Kevin Fiala viendra, je te dirais que t'avais eu le fun. Bon, maintenant qu'on est redescendu un petit peu dans le classement, on va encore faire un tout petit pas vers le bas avec un passage du côté de Porrentruy pour prendre des nouvelles du HC Ajoie qui nous divertit, qui nous divertit pas, c'est pas le bon terme que je veux utiliser, je retire le mot diverti, qui nous tient en éveil avant le championnat du monde, un jour avant, avec la nomination de Ville Peltonen comme entraîneur principal et de Samuel Tilkanen comme entraîneur assistant. Ils viennent les deux dès la saison prochaine, donc dès la fin du championnat du monde, parce que les deux sont ici à Zurich en tant que entraîneur assistant de l'équipe de Finlande, et les deux sont assistants. Ils étaient les deux d'ailleurs assistants lors des derniers Jeux Olympiques où les Finlandais ont remporté la médaille de bronze. C'est un sacré virage, ça, quand même, de prendre Ville Peltonen comme entraîneur pour 2 ans. Le virage, c'est surtout que je suis assez étonné que Ville Peltonen se soit dit moi j'ai envie d'aller aller tenter ce défi du côté de Porrentruy. Je connais Julien Vauclair, forcément, de la période luganaise. Let's go, on y va. Je vois le roster, je me dis qu'on peut faire quelque chose. C'est surtout, c'est pas une question de palmarès, mais c'est vu son pédigré plutôt. Mais Greg Ireland, Christian Volens, l'entraîneur tchèque dont j'ai oublié Philippe le nom, Péchan, étaient des bons entraîneurs. C'était des joueurs des entraîneurs qui ont eu du succès. Donc c'est pas une question de comment c'est incroyable un entraîneur comme Ville Peltonen, mais c'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'il peut faire après avoir été avec Genève en demi-finale. On l'imaginait, la rumeur l'envoyait un temps et pas toi, donc, mais à Berne, et ça, on se disait c'est peut-être notre fausse idée que on imagine Peltonen en assez bon coach vouloir un club assez bon. Et il était passé par Berne comme assistant de Kari Jalonen. Exactement. Et là, c'est plutôt de se dire c'est un beau challenge en tout cas. Et est-ce que lui peut arriver à sortir quelque chose d'autre, parce que en fait c'est terrible, mais rien que la 13e place ce serait déjà une réussite pour un joueur. Je pense bien que pour lui il commence ce championnat en se disant non mais nous on va viser tout en étant réaliste, on veut viser quelque chose de, je sais pas, le play-in peut-être, et pourquoi pas, ce serait un truc incroyable. Parce qu'ils ont mis aussi, après 5 saisons, à toujours être dernier. On a envie de changer quelque chose, c'est changer la culture. Je parlais de Marco Pedretti en souriant avant, parce que tu plaisantais sur Erny et Barhoffner. Roman Engi et lui ne sont plus dans le club. C'est quand même des joueurs suisses qui avaient
certains ou pédigré ou un petit impact aussi sur le club. On avait dit que Pouilly, Hazen n'étaient plus là. Je ne veux pas dire que c'est un coup de sac du côté d'Ajoie, mais en tout cas, on sent qu'ils veulent un peu faire le ménage. Mais après, il faudra trouver des joueurs capables de les remplacer. Le joueur suisse, qu'est-ce que tu peux avoir comme joueur suisse ? On a vu, Genève Servette a trouvé 2 gars avec des passeports. C'était assez impressionnant de voir tout d'un coup. Je me suis dit, c'est Max Orley qui est de retour à Genève pour nous sortir des gars dont on a presque jamais entendu parler. Mais ce serait peut-être des joueurs comme ça qui seraient bons à jouer, arriver à trouver cette espèce d'upgrade. On imaginait, on en parlait aussi, quelqu'un me disait hier, c'était Vincent Bourquin du Temps qui me disait Tom Sanderson, pourquoi il est à chaud de fond, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à Ajoie ? Et c'est Rafi Kouyumdjian qui disait il avait un contrat, mais le nouveau management n'a décidé que non, finalement, on ne voulait pas ce profil-là. Et pourquoi pas ? Enfin, il y avait eu Vekat Ktins, donc, qui était pas mal aussi, un jeune, mais qui n'a jamais réussi à percer finalement pour l'instant en National League. Je me demande ce qu'il peut y avoir. Il y a peut-être toujours la question Kylian Motet, je ne sais pas. Pour moi, la question Tom Sanderson, je t'aurais répondu de manière très simple, 32 ans. Bien sûr. Pour moi, oui, c'est un joueur de Swiss League qui enchaîne les points en Swiss League depuis de nombreuses années. Depuis qu'il est à la chaux de fond, il est vraiment bon. Mais sa dernière saison en National League, c'est à Langnau en 2021. Il fait 50 matchs, 7 points. Et en 2021, il était à 28 ans, 27, 28 ans. Il était en plein dans son prime, on va dire ça comme ça. Là, depuis, il est passé à la chaux de fond. Il a fait il a fait un joli passage à la chaux de fond. Mais c'est un excellent joueur de Swiss League. Ouais. Et surtout à 32 ans, c'est pas un joueur que tu vas aller chercher maintenant en disant c'est sur toi qu'on va miser. Et en prenant la décision de se séparer de Romanenghi, de se séparer de Marco Pedretti, le message il est clair. C'est on va donner la chance à certains jeunes de montrer ce qu'ils sont capables. Je pense à un Livio Christian. Livio Christian, il est meilleur compteur des U21 si je me trompe pas la saison dernière. Ouais. Il fait 37 matchs, 63 points. C'est un joueur à 21 ans qui a le droit d'avoir une vraie chance. Ouais. Et chaque minute que tu vas donner à Romanenghi ou Pedretti, c'est rien contre eux. Non. Mais dans leur esprit ou dans leur idée, c'est dire non, nous on préfère donner ces minutes-là à lui ou à Stefano Bottini qui débarque de NCAA. Moi j'ai toujours de la peine à évaluer un joueur qui vient de NCAA. Par contre, ce qu'on voit dans son parcours, c'est qu'il a un mondial M20. En général, les gars qui ont un mondial M20, tu te dis il y a quand même quelque chose. Ouais. Donc, après, il est parti se former à NCAA. Il a fait 4 saisons là-bas. C'est un joueur offensif, mais il n'a pas énormément de points. Mais c'est un attaquant, pardon, mais il n'a pas énormément de points. Mais par contre, là aussi, tu dois peut-être lui donner un petit peu de chance. Je dirais peut-être pas la même chose pour Laurent Froidevaux, Titon Girardin et Noé Tarquini qui ont reçu un contrat pro. Je pense qu'ils sont un peu plus bas, on va dire, dans la pyramide de développement. Mais là aussi, si à un moment il y a un blessé... un des 3. Hein. Exactement. Donc je pense que l'idée là derrière, elle est assez claire. Et ça va aussi, en un sens, enlever un peu de pression à un Ville Peltonen. De se dire, en fait, fais-nous progresser toute cette bande. Et puis si d'ici 12 mois, ils sont dans une année, on entame la saison d'après, pour ta deuxième et dernière année de contrat, avec une équipe avec 1 ou 2 jeunes qui ont réussi à éclore, avec... J'en sais rien, moi, la saison prochaine, il y en a peut-être un qui va vraiment exploser dans les joueurs suisses et qui va peut-être s'en aller parce que ça doit être ça la vie du HC Ajoie. Ça doit être de former un Arnaud Nussbaumer et Arnaud Nussbaumer, bim, il part à Langnau. Alors, je suis pas en train de dire que c'est la promotion de l'année. Dario Rohrbach, mais... Dario Rohrbach, c'est encore dans des conditions différentes. Oui. Mais là, il y a encore beaucoup de ces joueurs qui ont 29, 30, 31, 32 ans. Puis ces joueurs-là, ils vont gentiment arriver vers la fin. Il y a Thibaut Martin qui a été engagé en défense de Lausanne. Là aussi, c'est l'exemple de... Je dis pas que c'est le même joueur, c'est pas le cas. Mais d'un Jonas Bertou que tu vas chercher à Sierre, tu le fais devenir un joueur de National League déjà, après avoir jusqu'où il peut aller. Ouais. Il y a un Sacha Bertou qui pourrait peut-être prendre le même train que Jonas Bertou pour aller à Port-Entruy et puis aussi et peut-être essayer de se développer à l'étage. Puis si tu donnes la chance à ces joueurs-là d'avoir une vraie opportunité, là tu peux mettre de côté toutes les considérations salariales de ville qui est attractive ou qui est pas attractive, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Il y a des joueurs qui sont allés à Biasca jouer pendant des années devant 75 personnes, dont les parents de la moitié des joueurs. Alors oui, le Tessin, ça peut être sympa, j'en sais rien, mais si tu as un projet sportif, si tu as une
tu peux donner une envie, tu peux donner des raisons de venir chez toi à des jeunes joueurs, bah, tu as gagné en fait. Et c'est là où je pense que Ville Peltonen sera attendu sur ça aussi. C'est est-ce qu'il sera capable d'être un formateur parce que lui, depuis le début de sa carrière, tout au début de sa carrière avec HIFK, donc à Helsinki, il était responsable du mouvement junior en des M20. Il était entraîneur assistant des M20. Mais après, depuis 2016, c'est un coach qui a toujours été chez les adultes. Et quand tu es à Berne, le Lausanne qu'il a repris en 2018, là aussi, le but, c'était pas de développer des jeunes joueurs. HIFK, c'est une grosse organisation de Liga en Finlande. Donc là aussi, le but, c'était pas de former. Quand il débarque à Genève, il vient déjà comme assistant, mais quand il reprend le flambeau, il n'a pas de jeunes à former ou bien sûr. Simas, mais. Voilà, il y a Natavicius, mais ça, c'est une exception. Ouais. Après, j'allais plutôt dire un Verboen, ce genre de joueur-là que tu dois développer, on est bien d'accord. Mais j'ai pas l'impression que son coaching avec l'équipe de Genève était très orienté développement global. Natavicius, de côté, évidemment, tu as 100% raison. Donc là, ça va être un challenge pour lui aussi, je pense, et pour Samuel Tilkanen également, de faire ce virage avec le club qui veut peut-être reconstruire depuis la base. Et ce qui est très bien aussi dans les engagements qui ont été annoncés, on va peut-être laisser de côté les considérations, j'allais dire politiques. J'ai pas envie que ce soit pris comme un gros mot, mais les réorganisations des bureaux, on va dire ça comme ça. Là, j'avoue que ça me passe pas mal au-dessus de la tronche, donc j'ai pas envie de dire des choses que je maîtrise pas. Par contre, d'avoir engagé Sergio Gaggiani, le responsable comme responsable de la préparation physique du HC Ajoa qui débarque de Davos où il a passé 2 ans à Davos, bah là aussi tu fais un pas vers l'avant parce que si tu as un bon staff en place et que tous tes joueurs performent un tout petit peu mieux, bah ça ils vont pas te coûter plus cher les joueurs qui performent un petit peu mieux. Par contre ils font performer un petit peu mieux. Donc c'est aussi un moyen d'en avoir plus pour ton argent. C'est de les faire être meilleurs de l'interne. De l'intérieur et avec des structures en place. Et donc, j'aime assez cet engagement-là, je veux dire. Et l'épisode numéro 3 de ces championnats du monde, de ce championnat du monde en l'occurrence, mais je veux dire, c'est 8e championnat du monde qu'on couvre pour Colfax, est terminé. Merci pour votre fidélité. Et nous, on va se retrouver probablement... Même pas probablement, on le sait. Mardi. On va se retrouver mardi pour le prochain épisode après ce Suisse-Allemagne. On va un petit peu se projeter sur la suite de la compétition. Nous, on est toujours présents pour réceptionner vos réponses et suivez-nous sur nos médias respectifs, que ce soit Jean-Fred sur la plupart des sites romans ou moi sur Blick. Et merci pour votre fidélité et à bientôt. À bientôt.